Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la signature électronique et particulièrement de la signature électronique simple. Si c'est la première fois que vous me voyez, eh bien, je m'appelle Jourou Christian et je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain et en contrat intelligent. Notre objectif du jour, c'est de comprendre d'une part ce qu'est la signature électronique et d'autre part de comprendre ce qu'est la forme simple ou simplifiée d'une signature électronique. Donc, nous commençons par une définition. Nous allons évoquer pour ce faire l'article 3, paragraphe 10 EIDAS ou encore du règlement 910-2014 qui stipule que, et je cite, la signature électronique ou signature électronique simple est un ensemble de données sous forme électronique. Je vous rappelle qu'on peut avoir des données sous forme écrite également, manuscrites, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données, également sous forme électronique, très important de le souligner, et que le signataire utilise pour signer. Ici, par exemple, nous pouvons très rapidement donner un exemple de l'adresse publique dans le wallet MetaMask de Ethereum qui me permet de faire des transactions. Donc, je prends mon adresse publique d'un côté et de l'autre côté, je décide d'envoyer 5 ou 10 Ethers et lorsque je mets ces deux données ou groupes de données ensemble de façon logique, parce que je voudrais envoyer une certaine somme d'Ethers à quelqu'un en utilisant mon adresse publique, lorsque je signe cette transaction avec ma clé privée, eh bien, cette transaction est envoyée. Et donc, nous obtenons ce qu'on pourrait appeler une signature électronique d'une transaction. Ce que nous pourrons plus tard appeler, par exemple, à la fin d'une transaction, l'empreinte digitale. Donc, voici une façon très simplifiée d'expliquer ce que c'est qu'une signature électronique. En d'autres termes, la signature électronique simple apparaît tout simplement comme un cachet. Le but de ce cachet, c'est de tout simplement authentifier un document ou alors une transaction indépendamment de son auteur. Donc, pour nous assurer qu'une transaction est passée, il faut bien que la machine virtuelle de la blockchain, indépendamment de la volonté du signataire, produise une empreinte digitale comme preuve de cette transaction. De ce fait, donc, l'article 25 du règlement 910-2014 ou encore EIDAS nous permet de considérer la signature électronique comme valide et ne peut donc de ce fait être discriminée au seul motif de son caractère électronique. De plus, l'article 25 EIDAS ajoute que la signature électronique ne peut non plus être rejetée parce qu'elle ne remplit pas les exigences d'une signature qualifiée qui a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite, parce que, d'une part, différence d'approche technique, ou alors, d'autre part, parce que évolution permanente de la technologie. EIDAS date de 2014, avant l'explosion de l'utilisation de la blockchain. Donc, il est tout à fait normal que le règlement ait laissé un champ libre dans le cas où une nouvelle forme de technologie pourrait apparaître. Maintenant que cette forme de technologie nouvelle est apparue et qu'elle s'appelle désormais la blockchain ou bien les réseaux décentralisés, quelle est alors la valeur de la signature électronique issue de ces nouvelles technologies? Eh bien, déjà en nous basant sur l'article 25 EIDAS, nous pouvons affirmer avec certitude qu'une signature électronique provenant d'une blockchain a une valeur juridique. À l'heure actuelle, et au vu de l'avancée de la technologie, la signature blockchain a principalement deux formes ou caractéristiques. La première forme, c'est la signature blockchain simple, et la deuxième forme, c'est la signature blockchain avancée. Ensuite, nous utilisons des wallets qui ont des adresses publiques que la CNIL, depuis le 24 septembre
2018, dans son étude intitulée Premiers éléments d'analyse de la CNIL, considère comme des données à caractère personnel. Cette partie est extrêmement importante lorsque la CNIL considère déjà très tôt qu'une adresse publique issue d'un wallet peut être considérée comme une donnée à caractère personnel. Pourquoi cette position? Eh bien parce que on se rend compte que si l'adresse publique est combinée à d'autres données, à d'autres informations, eh bien cela permettrait d'identifier avec plus ou moins de précision le propriétaire de cette adresse publique. Je prends un exemple. Je possède un compte Ethereum, je possède un wallet Ethereum que j'utilise pour faire des transactions. Et supposons que j'utilise ce wallet, donc l'adresse publique du wallet, pour acheter des Ethers sur Binance ou Uphold ou Coinbase. L'entreprise est dans l'obligation de récupérer un certain nombre de données qu'on appelle généralement le KYC afin de m'identifier avec précision. Donc, l'entreprise a mon nom, mon prénom, le pays dans lequel je vis, l'adresse de ma maison professionnelle ou alors de mon lieu de travail, etc. Et dans tous les cas, avec cette adresse publique, je peux être retrouvé.